Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Philippe. Bonjour Brioc. Merci d'avoir accepté mon invitation. Philippe, tu es auteur et fondateur d'EcoFrugal. Tu vas nous faire découvrir tous les outils open source que tu proposes. On est parti sur à peu près une demi-heure de présentation de Philippe et après, vous pourrez directement échanger avec lui. Merci Philippe, je te laisse la parole. Merci Brioc. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Lévesque, donc le fondateur d'EcoFrugal. Donc EcoFrugal, c'est une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est l'agrément ESUS, ce qui permet, voilà, c'est le petit macaron bleu, blanc, rouge que vous voyez au milieu. Cette entreprise, en fait, l'ambition, c'est aussi de remplir les objectifs, les fameux ODD de l'ONU, les objectifs de développement durable. Donc nous, les trois principaux sont ceux qui s'affichent. Le 12, consommation et production responsable. 11, villes et communautés durables. Et enfin, 13, tout ce qui est réchauffement, lutte contre le dérèglement climatique. Donc, je vais vous partager un petit peu mon expérience, mon parcours, qui répond aussi à la question, tenir le cap. Et puis, après mon parcours, on va rentrer un peu dans le détail des outils en open source qu'on vous propose pour cultiver l'envie d'agir, que ce soit avec vos étudiants, si vous êtes formateurs, vos apprenants, mais aussi avec vos collègues, vos amis. Alors, le constat, les problèmes, on les connaît. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit en rajoutant tous les jours des informations plus pessimistes que ça va changer les choses. La prise de conscience, en fait, l'information n'entraîne pas forcément la prise de conscience et le passage à l'action. Néanmoins, voilà, quelques chiffres importants qui permettent de placer le débat. Si tout le monde consommait comme un Américain, il faudrait 5 planètes. Donc, par déduction, ça veut dire que par rapport aux capacités de régénération, d'avoir le temps de renouveler. Et donc, quand on cumule, en fait, cette empreinte écologique très forte sur les pays développés et l'augmentation de la population, voilà ce que j'ai coutume de dire, c'est cette petite boutade, ce que l'on consomme le plus, c'est notre avenir. Autre chose, il ne faut pas croire que en fait, ça concerne surtout les pays en développement. L'Europe, là, il y avait une étude encore qui est sortie ces jours-ci, fait partie des continents qui se réchauffent le plus, 2 fois plus que la moyenne mondiale. Donc à garder à l'esprit. Et puis également, je voudrais aussi dire 2 mots sur la biodiversité qui est un peu des fois oubliée. La biodiversité, la situation est catastrophique. 3 chiffres, 80%, c'est la disparition des vertébrés en 50 ans. Voilà, moi j'ai 50 ans depuis 74. 80% des vertébrés, la population des vertébrés hors animaux domestiques ont disparu. Un autre chiffre, 70 à 80% des insectes, cette fois en 30 ans. Et plus récemment, en France, uniquement 15% par exemple de la population des oiseaux des champs. Donc la situation est grave. Ça, je pense que si vous êtes là aujourd'hui, vous en avez conscience. La question, en fait, c'est comment consommer moins, mieux, autrement. Je l'amène de manière un peu abrupte, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est pour ça que EcoFrugal s'appelle EcoFrugal. Pourquoi? Parce que la frugalité, c'est faire plus avec moins. Plus, c'est plus de qualité de vie, plus de santé, répondre à nos besoins, mais avec moins de ressources, moins de pollution. Et donc, au niveau de nous, en tant qu'individus, c'est comment consommer moins, mieux, autrement. Et pourquoi je pose cette question? Parce que moi, c'est vraiment la question qui m'a animé au début quand j'ai lancé EcoFrugal. Et là, c'est l'occasion de vous parler un peu de mon parcours. En fait, dans ma vie d'avant, moi, je travaillais dans une banque d'investissement américaine. Ça remonte à plus de 12 ans maintenant. Et en fait, je me suis posé des questions. J'étais sur les sujets de développement durable. J'avais envie d'embarquer avec moi mes collègues, mais aussi mes amis, mes voisins. Et pour la petite anecdote, j'ai commencé à tout le monde utiliser des machines Nespresso. Donc, c'était, imaginez une salle de marché, les traders, une logique un peu individualiste. Chacun avait sa petite machine Nespresso. Et donc, démultiplication du parc de machines, explosion des déchets avec les capsules. Donc, j'ai commencé à faire du café filtre et bien, ça n'a pas marché, voilà, parce que ma solution n'était pas aussi désirable. Voilà, café filtre n'est pas forcément aussi bon que du café en capsule. Alors, entre-temps, il y a des solutions qui ont émergé. Mais moi, ça m'a beaucoup, en fait, cette question de désirabilité, de donner envie, c'est vraiment ça qui a animé au départ la création d'EcoFrugal. Autrement dit, comment donner envie, comment embarquer. Et quand vous posez cette question, voilà, a priori, tout le monde a envie d'un avenir plus durable, sauf que, concrètement, cette question, quand on commence à tenter d'y répondre et qu'on pose la vraie question, qui est disposé à abandonner ce modèle de surconsommation, et bien en fait là, on voit qu'il y a énormément de déperdition. Et donc, EcoFrugal, la question qui m'a animé et qui m'anime toujours, c'est vraiment comment embarquer les gens. Et là, je voudrais m'arrêter 2 secondes et avoir vos retours, parce que généralement, on entend toujours les mêmes arguments pour ne pas agir.
pour ne pas pour ne pas initier sa transition écologique. Et là, j'aimerais avoir vos avis par chat, à savoir quelles sont les objections que vous entendez autour de vous pour ne pas agir. Ça m'intéresse parce que vous allez voir, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment toujours les mêmes objections. Et donc, si on cerne mieux ces objections, si on y répond, on a une partie de la réponse. Alors, quelles sont les excuses pour ne pas agir? Voilà. Brieuc reformule la question. Moi, je peux en donner un, je vais me lancer. Voilà. L'argument qu'on entend souvent, par exemple au niveau de la France, c'est à quoi ça sert d'agir? La France, c'est moins d'1% de la population mondiale. Notre action est insignifiante. Ça, c'est la première objection. Voilà l'autre. Merci Marina. Voilà, souvent c'est trop tard. Donc, ça, c'est l'autre objection qu'on entend régulièrement et peut-être encore plus maintenant, puisque les chiffres sur le dérèglement climatique sont de plus en plus inquiétants. Claire qui dit les puissances ne font rien ou peu, le modèle économique est énergivore et ne semble pas changer. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie à un sujet, peut-être que vous connaissez, c'est le triangle de l'inaction. Donc certains, les consommateurs pensent que c'est aux entreprises d'agir, les entreprises pensent que c'est à l'État d'agir, et donc à la fin, en fait, tout le monde se renvoie la balle et il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on entend? Manque de connaissances sur les solutions. Oui, alors ça, je suis d'accord. Il y a un gros effort de pédagogie à faire parce qu'il y a énormément de solutions, mais elles ne sont pas toujours connues. Trop compliqué. Voilà, ça aussi, c'est un autre argument qui revient souvent. C'est trop compliqué, ça prend du temps, ça sert à rien, c'est trop tard. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, ces objections, vous les entendez probablement fréquemment autour de vous. Et apporter une réponse, c'est vraiment important. Et donc là, je vais vous montrer en fait comment Ecofrugal a essayé à son niveau d'apporter une réponse. Mais avant ça, je voudrais aussi insister sur l'actualité, puisque comme on a parlé des arguments pour ne pas agir, et maintenant, ces arguments pour ne pas agir sont également des arguments mis en avant pour reculer. Et c'est pour ça qu'avec Brieuc, qu'on a intitulé ce webinaire « Tenir le cap », c'est qu'actuellement, il y a des vents contraires très très forts, et les arguments mis en avant, en fait, sont les mêmes que ceux qui sont mis en avant pour ne pas agir. Alors, je vous donne quelques exemples très rapides. Par exemple, aujourd'hui, un des arguments, c'est la compétitivité. Voilà, par exemple, sur la fin du moteur à explosion, normalement qui est acté pour 2035, de plus en plus de personnes veulent remettre en cause cet objectif, tout simplement pour une question de compétitivité, de souveraineté. Alors qu'au passage, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, mais au passage, on voit bien que la compétitivité, la souveraineté, c'est un argument qui peut être justement utilisé pour montrer que justement, si l'Europe est extrêmement dépendante des énergies fossiles, demain, si elle a des voitures électriques, elle sera moins dépendante des énergies fossiles. Juste un chiffre, la France importe à peu près chaque année plus de 50 milliards d'énergie fossile. Donc il y a des choses qui commencent à être remises en cause. Également, plus généralement, c'est le pacte vert européen, le Green Deal. La CSRD, si vous êtes travaillez dans la RSE, elle est repoussée ou remise en question. Les budgets aussi sont remis en question. Je vous donne un exemple très simple, le plan vélo qui a été mis en place par Elisabeth Borne en 2018, il a été remis en cause, il est quasiment plus financé. Encore un argument financier. Et pourtant, toutes les études montrent que favoriser la pratique du vélo, ça permet de faire des économies, notamment sur les budgets de santé. On estime qu'un kilomètre en vélo rapporte 1 en vélo rapporte 1 euro à la sécurité sociale. Donc, autre chose également, on commence à remettre en doute la science. Les fake news se répandent de plus en plus. Et là-dessus, c'est très compliqué en fait. Par exemple, la voiture électrique, on entend beaucoup de choses sur la voiture électrique, sur les ZFE aujourd'hui pour les remettre en cause. Et en fait, c'est très compliqué de rétablir la vérité ou d'avoir un discours modéré. Vous connaissez peut-être la fameuse loi de Brandolini, la loi de Brandolini en fait qui explique que ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie de rétablir la vérité que de diffuser des fausses informations. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on va parler solutions. Voilà. Et donc, si je reviens à la question, comment donner envie de consommer moins, mieux, autrement, et comment contrecarrer les objections? Moi, la réponse, elle est venue en 2008, en 2009, quand je me posais des questions par rapport à mes collègues. Et je me suis dit, j'ai découvert en fait la fontaine à eau gazeuse. Alors, pourquoi la fontaine à eau gazeuse? Parce que j'étais gros consommateur d'eau gazeuse, et ça m'a permis d'arrêter d'acheter de l'eau en bouteille et de faire des économies. Et également de réduire ma consommation de plastique, même de l'éliminer. J'avais calculé que je consommais 13 kg de plastique par an. Et donc, quand bien même ils étaient recyclés, c'est quand même 13 kg de plastique. Et donc là, j'ai découvert cette machine qui, pour moi, cochait vraiment toutes les cases qui permettent de contrecarrer les objections. C'est économique, c'est écologique, c'est aussi un gain en termes de confort,
puisque vous n'avez plus besoin de transporter les packs de bouteilles. Et là, je me suis dit, en fait, ce sont ces types de solutions qu'il faut mettre en avant. Et en mettant en avant ces solutions, ça permet de contrecarrer les objections qu'on a précédemment citées, à savoir c'est trop compliqué, c'est trop cher, ça sert à rien. L'approche d'éco-frugal, c'est vraiment de remettre l'humain au centre. Et plutôt que de dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour l'environnement, c'est de montrer ce que l'environnement ou la transition écologique va leur apporter en termes de bénéfices, de santé, de bien-être, et également va leur rapporter en termes d'économie. Parce que quand on s'engage dans une logique de transition, bien sûr, il y a des investissements à faire, mais ces investissements, comme par exemple la rénovation énergétique, il faut les voir comme des investissements, c'est-à-dire qu'ils vont rapporter dans le temps. Et puis il y a aussi des actions que vous pouvez mettre en place tout de suite qui vont permettre de faire des économies. Et au global, s'engager dans la transition écologique, ça permet de faire des économies. C'est pour ça aussi que j'ai créé le mot éco-frugal, pour montrer qu'on peut concilier économie, écologie avec frugalité. Donc j'insiste là-dessus parce que par rapport au sujet d'aujourd'hui, maintenir le cap, maintenir le cap, c'est aussi pouvoir faire la pédagogie autour de soi des solutions. Et là, j'essaye de vous donner quelques billes, voilà, pour pouvoir contrecarrer les objections. Et je me suis lancé dans l'écriture d'un livre qui s'appelle Le Guide éco-frugal, que vous voyez là, la 2e édition ensuite. Et puis là, je suis en train de préparer la 3e édition qui sortira en 2025. Et ce guide, en fait, met en avant toutes les solutions que vous pouvez adopter dans votre quotidien, aussi bien chez vous qu'en entreprise. Et à chaque fois, je mets en avant les économies qu'on peut faire. Là, vous voyez par exemple la fiche éco-conduite. En adoptant l'éco-conduite, à minima, vous faites 150 € d'économie par an. Et je dis bien à minima, parce que si vous aviez auparavant une conduite un peu agressive, c'est jusqu'à 20% d'économie sur le carburant. Et donc voilà, ça c'est l'approche d'éco-frugal, c'est de remettre l'humain au centre et de se dire que dans la conduite du changement, c'est l'humain qui est le plus efficace. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire le parallèle avec la transition numérique. On voit aussi un motif d'espoir, un motif d'optimisme. La transition numérique, on est dedans. Moi, j'ai 50 ans, j'ai vécu avant l'arrivée d'Internet, j'ai vu toute cette transition numérique. Et finalement, ça s'est fait en moins de 20 ans. Même si la transition numérique pose beaucoup de questions en termes de développement durable, en termes de consommation énergétique, elle interroge aussi. Elle interroge parce que qu'est-ce qui est, notamment, pourquoi on ne pourrait pas réussir à faire la même chose avec la transition écologique. Après tout, elle a réussi en 20 ans. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec la transition écologique? Et là, je vous amène à vous questionner par rapport à la transition numérique, pourquoi elle a si bien réussi. Pour moi, il y a 3 choses importantes. Il y avait l'obsession du bénéfice utilisateur. C'est le cas, il y a la gratuité avec Google, il y a l'ergonomie, il y a le design. Et toutes ces qualités font que ça facilite l'adoption par le consommateur. Et bien, je pense qu'il faut faire la même chose avec les solutions. On parlait des solutions tout à l'heure autour de la transition. Il faut faire la même chose. Il faut mettre en avant les bénéfices. Et l'autre chose, dans cette transition numérique, dans cette transition écologique, nous les humains, on a la capacité de créer d'émulation, de donner envie à d'autres de changer. Et actuellement, on parle beaucoup de l'IA. Vous vous en doutez, moi je ne suis pas trop techno-solutionniste. Je pense que en fait, l'humain a plus de capacité à donner envie à un autre humain de changer que l'IA. Et j'en veux pour preuve l'algorithme d'Amazon, qui existe depuis longtemps, qui est un des premiers algorithmes, l'algorithme de recommandation. Et bien, si Amazon vous recommande un livre, c'est quand même assez efficace, impactant, il connaît vos goûts, mais si votre meilleur ami ou votre collègue de bureau vous recommande son livre, c'est encore plus impactant. Et donc, là où je veux en venir, c'est que dans la transition écologique, il faut faire la pédagogie des solutions, et puis aussi, il faut en parler autour de soi pour créer des émulation. Et là, ça m'amène à vous parler des outils qu'on propose en libre-service aujourd'hui en source ouverte. Le livre, je l'ai mis en ligne en 2012, la première édition. Et puis très rapidement, je me suis aperçu que déjà tout le monde ne lit pas. Et puis par ailleurs, que si les solutions viennent de votre meilleur ami, de votre collègue de bureau, c'est encore plus efficace que de les lire dans un livre. Et donc c'est comme ça que je suis passé du livre, le guide éco-frugal, à mon atelier éco-frugal. Et mon atelier éco-frugal, en fait, c'est un format dans le prolongement du livre qui permet à chacun d'organiser un moment de partage de bonnes pratiques. L'idée, elle est simple. Le narrateur ou la narratrice, autrement dit, celui qui raconte sa solution, son expérience, est de facto un promoteur. Et ça, c'est très efficace parce que quand vous parlez d'une solution, et c'est désintéressé, vous n'êtes pas là pour vendre quelque chose. Si vous êtes mis au vélo, vous n'êtes pas là pour vendre un vélo électrique, une marque en particulier. Vous êtes là pour parler des bénéfices. Vous allez dire aux gens autour de vous ce que ça vous permet d'économiser, que ça vous permet d'être moins stressé parce que vous arrivez à l'heure au bureau. Tous ces conseils-là, ce sont des conseils désintéressés. Ce sont des conseils sur mesure
Tout simplement parce que quand vous vous adressez à vos collègues, vous avez une idée de l'endroit où il habite, donc vos conseils vont être automatiquement paramétrés, vont s'adapter à l'environnement de votre collègue, à son mode de vie. Et donc, mon atelier éco-frugal, c'est le prolongement du livre et c'est une manière d'avoir des conseils encore plus personnalisés. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se déroule. Alors, je vais passer sur la petite BD rapidement et je vais plutôt vous mettre en situation. Donc, ce qu'on fait, sur mon atelier-ecofrugal.fr, on vous propose des kits d'animation qui vont vous permettre d'organiser ces moments de partage d'expériences autour d'une thématique. Donc la première thématique qu'on a créée, c'était le zéro déchet, c'était en 2018. La manière dont ça se passe est extrêmement simple. Vous avez un déroulé, c'est 11 pistes d'action. Et ces pistes d'action, en fait, on vous propose des questions et des sous-questions qui vont servir un peu d'exhausteur de solutions. Donc, je vous donne un exemple. Dans les 11 commandements des zéro déchet, on a une des pistes d'action, c'est « je répare » plutôt que de jeter. Et donc, quand vous organisez cet atelier éco-frugal, vous allez poser au groupe la question suivante: qui parmi vous a réparé un objet au cours des 12 derniers mois? C'est aussi simple que cela. Eh bien, une personne va, par exemple, vous expliquer qu'elle a réparé son téléphone portable en commandant l'écran, par exemple, sur iFixit, qu'elle a reçu avec les outils, qu'elle a réussi à changer elle-même, que ça lui a coûté 50 €, que ça lui a apporté beaucoup de satisfaction parce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait des qualités manuelles qu'elle ne soupçonnait pas. Ça a renforcé son estime de soi. Eh bien, ça, c'est extrêmement efficace, encore une fois, pour créer les conditions d'adoption de ces nouvelles pratiques et pour créer de l'émulation positive. Donc, ce premier atelier, on l'a lancé en 2018 et après, on a créé d'autres thématiques. Et donc, je vais vous montrer les autres thématiques. Ensuite, on a créé l'atelier numérique responsable. Et puis aujourd'hui, on propose, je vais vous montrer les autres thématiques, on propose quasiment toutes les thématiques en rapport avec le développement durable et en rapport avec notre quotidien. Comment ça se passe concrètement un atelier? Alors, on a un format. Le format, c'est en général minimum 1 heure parce que l'idée, c'est d'être autour d'une table ou à l'occasion d'un déjeuner zéro déchet. Et le temps de se mettre en jambes, en fait, il faut 1 heure au minimum. Et le nombre de personnes, c'est minimum 6 personnes, maximum 12. Parce que si vous êtes trop nombreux, il va y avoir des sous-groupes et on ne va pas s'écouter. Et si on n'est pas nombreux, en fait, le principe de l'atelier, c'est qu'il y a d'autant plus de solutions que de participants. Donc, si on n'est pas assez nombreux, il y a moins de richesse à l'atelier. Mais à partir de 6, entre 6 et 12, voilà, c'est le nombre idéal de personnes. Et la durée, 1 heure, et après, c'est vous qui passez le curseur en termes de durée. Et là, c'est l'occasion de faire l'indice action avec les fresques. Vous avez probablement fait les fresques du climat ou la fresque du numérique. Alors, la différence, voilà, il y a trois grandes différences. La première chose, c'est que pour faire l'atelier éco-frugal, vous n'avez pas besoin d'être expert du sujet. Vous n'avez pas besoin d'être formé. Vous avez le kit. Vous pouvez vous lancer dans la foulée. Deuxième chose, c'est le temps. Voilà, c'est 1 heure et c'est vous qui passez le curseur. Ça peut être, par exemple, sur l'atelier zéro déchet, qui est assez riche, il y a énormément de solutions. Des fois, on peut passer 3 heures en tout sur le sujet. Vous allez faire 1 heure, puis vous décidez d'une deuxième session avec vos collègues, vos voisins. Vous vous voyez pour faire la 2e heure et puis la 3e heure. Voilà, donc c'est flexible. Et la 3e chose, c'est que c'est de la source ouverte, donc c'est gratuit. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous faire un retour, voilà, parce que nous, ça permet de l'enrichir, de mettre des nouvelles solutions, et puis aussi de partager les solutions qui ont été évoquées avec vos collègues, vos amis, vos voisins, de manière à ce que, en fait, les solutions qui ont été partagées au niveau d'un groupe présentiel, grâce au numérique, grâce à la plateforme, elles puissent être partagées avec toute la communauté. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on propose zéro déchet. Ensuite, on a proposé la thématique alimentation, la thématique copro-habitat, ça c'est pour celles et ceux qui habitent en copropriété avec vos voisins. Le zéro déchet pour les jeunes, plus exactement les collégiens entre 9 et 14 ans. Et puis on a créé des thématiques avec notre partenaire Orange. On a créé la thématique numérique, la thématique sobriété énergétique, la thématique eau, la thématique biodiversité. Donc vous voyez, en fait, aujourd'hui, vous avez en fait des kits d'animation qui vous permettent d'aborder ces sujets avec vos collègues sur toutes les thématiques du développement durable. Un rappel de la philosophie de nos ateliers, on est orienté solution. Ce que je vous ai dit, c'est quand une personne parle de solution, automatiquement, elle en fait la pédagogie. Donc, l'idée, c'est de dire ce que ça nous apporte, quels sont les bénéfices pour soi, pour l'entreprise. Voilà. Participatif, l'idée, c'est d'échanger, de mettre en commun ces solutions. Et aussi inclusif, accessible. Quand je dis inclusif, accessible, l'idée, c'est que les ateliers, souvent, les premiers ateliers en entreprise, c'est des gens quand même engagés parce qu'ils vont participer à ces ateliers par curiosité, parce qu'ils sont engagés. Mais généralement, ce sont des moments aussi de convivialité, de partage, qui vont dans un deuxième temps attirer des gens qui ne sont pas forcément au départ très engagés, mais qui vont venir parce que ils passent un bon moment avec leurs collègues ou avec les membres de leur association. Et donc, on essaye d'aller chercher le plus de monde, et transverse, parce que les solutions que vous allez partager
les solutions que vous allez découvrir, elles peuvent être mises en place aussi bien chez vous qu'au travail. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 participants aux ateliers. Notre communauté est majoritairement féminine. Et je vais vous donner quelques notes par rapport à la désirabilité. Donc les ambassadeurs et les ambassadrices, ce sont celles et ceux qui prennent l'initiative de lancer des ateliers. Vous voyez la notation, presque 9 sur 10. Et les participants notent le moment passé 8 sur 10. Voilà. Et l'autre chose, c'est par rapport à la conduite du changement, puisque c'est vraiment le sujet qui nous anime, comment engager, comment accélérer sa transition écologique. 61% des participants découvrent de nouvelles pratiques. 52% sont motivés pour aller plus loin parce qu'ils ont découvert des nouvelles pratiques qui leur donnent envie. 58% adoptent de nouvelles pratiques. Et 58%, pour celles et ceux qui s'intéressent un peu à ces sujets de conduite du changement, c'est un chiffre assez important. Et ça s'explique par la dynamique de convivialité et de partage. Autre chose, ces ateliers-là ont lieu majoritairement dans l'univers professionnel, entre collègues. Ça a été la grande surprise. Au début, quand on a lancé ces ateliers en 2018, on pensait que ce serait majoritairement à domicile ou dans des associations. Eh bien, ils ont lieu majoritairement en entreprise. Et là, ça nous amène en fait à... Moi, j'aime bien utiliser le thème de tiers-lieu de la transition écologique pour parler du travail. Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est pas juste un lieu où on n'y va pas forcément pour travailler, on peut travailler de chez soi. Le travail, c'est aussi un lieu de coopération, de partage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez le petit schéma qui s'affiche, c'est que des gens qui adoptent des bonnes pratiques chez eux vont être tentés, en fait, de les mettre en place au travail. Et inversement, des bonnes pratiques qu'ils ont découvertes au travail, ils sont 55% à les mettre en place chez eux. Et donc là, on a une boucle vraiment de rétroaction positive intéressante entre l'univers pro et l'univers perso. Et ça nous conforte dans notre approche hybride, en fait, de la conduite du changement. Le temps passe vite, juste parler aussi des actions collectives qui émergent. L'idée, c'est de découvrir des nouvelles solutions qu'on peut mettre en place, mais aussi de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez quelques exemples d'actions qui ont été mises en place. Organiser un repair café entre collègues, un vide dressing, une opération de réemploi. Voilà, c'est des tas d'actions en fait qui vont créer en fait du lien entre collègues. C'est du team building. Des tas d'actions qui vont permettre aussi de donner du sens, qui sont générées parce que à un moment donné, les gens sont mis autour d'une table et sont aperçus qu'ils avaient des envies en commun et des savoir-faire, des expériences. Je vais vous donner par rapport à quelques recommandations. La première chose, c'est que dans vos environnements, vous avez toutes et tous des personnes qui sont engagées, mais vous ne le savez pas forcément. Et donc ça, c'est important d'identifier en entreprise ce que les ressources humaines appellent les talents engagés. Et pour ça, en fait, il faut faire des événements, un atelier éco-frugal, par exemple, ou d'autres événements pour les faire émerger. Voilà, parce que ces talents-là, ils ne sont pas forcément à la RSE, ils peuvent être à la comptabilité, ça peut être un stagiaire. Donc, premièrement, identifiez vos talents engagés. Et deuxième chose, c'est créer une communauté, parce que ça va permettre d'animer, de fédérer. Je reviens sur le fait que les femmes sont plus réceptives que les hommes sur ce sujet. Donc, si vous lancez cette démarche, vous allez voir, vous risquez d'avoir plus de femmes qui vont se joindre à vous. On a fait une enquête d'ailleurs là-dessus qu'on peut vous envoyer. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin. Et puis l'autre chose, celles et ceux qui font dans leur environnement professionnel, il faut les valoriser. Donc, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant dans vos outils de communication. Si vous êtes RH ou RSE aussi, c'est de leur donner de l'autonomie. Voilà. Je vous redonne l'exemple d'un repair café ou un vide dressing. Si un collègue, un collaborateur veut se lancer, donnez-lui la possibilité d'avoir une salle dédiée. S'il y a besoin d'un petit budget parce qu'il doit faire venir une association, faciliter ce genre de choses. Donc, je parle par exemple de budget participatif. Alors, je vois une question, qu'est-ce qu'une gratifaria? Une gratifaria, c'est tout simplement, le principe, c'est de ramener des objets qu'on n'utilise pas et chacun va pouvoir se servir. Gratifaria, ça vient de gratuit. C'est le mélange entre gratuit et cafétéria, voilà. Et aussi de donner du temps de travail dédié à ces sujets. Chez Orange, par exemple, notre client, en fait, les collaborateurs peuvent organiser un atelier sur leur temps de travail. Ça, c'est idéal. C'est une preuve d'engagement de l'entreprise ou de la collectivité. Après, si ça n'est pas possible, je vous rassure, organiser, par exemple, les ateliers sur l'heure du déjeuner, ça s'y prête totalement. 2 mots sur notre modèle économique, parce que je sais que ça peut questionner, interroger certains d'entre vous. Comment ça fonctionne? Ecofrugal, c'est gratuit, alors comment ça fonctionne? Tout simplement, on a des partenaires comme l'ADEME, comme Orange, qui finance en partie la gratuité à la fois de la plateforme qui vous permet d'avoir les outils, de partager. Donc ça, c'est dans notre modèle économique, la présence des partenaires est indispensable. Et puis par ailleurs, je n'ai pas développé aujourd'hui, mais on a une offre également dédiée, cette fois payante pour les entreprises et les collectivités. Cette offre, elle se résume à deux axes. Premièrement, c'est une conférence qui s'appelle l'Atelier Éco-Frugal XXL, où on va en fait mettre le pied à l'étrier à des dizaines de collaborateurs via un événement fédérateur, généralement qui dure une demi-journée.
qui s'appelle Partageons nos solutions pour la planète, pour les initiés aux ateliers. Ça, c'est notre offre payante. Et à côté de ça, on propose également animer des communautés de salariés engagés. Voilà. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste, donc, je vous rappelle nos kits qui sont en libre service sur monatelier-ecofrugal.fr. Donc, vous allez sur le site, vous inscrivez. L'inscription n'est pas automatique, hein, ce n'est pas un réseau social du Facebook, Instagram, c'est vraiment un réseau amical. Donc, pour ça, on veut qu'il y ait de la confiance. Donc, quand vous vous inscrivez, on vous demande une petite profession de foi ou dans laquelle vous expliquez pourquoi vous voulez rejoindre la communauté et aussi de vous inscrire avec votre nom et votre prénom. Voilà. Créer de la confiance parce qu'ensuite, vous accédez à toute la communauté éco-frugale, France entière. Vous pouvez vous contacter entre vous. Et donc, pour qu'il y ait de la confiance, c'est indispensable d'avoir ces étapes préalables. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, vous avez accès à tous les kits d'animation. Vous pouvez aussi utiliser le site pour organiser vos événements. Et aussi, vous avez le calculateur de l'ADEME qui va vous permettre de suivre votre empreinte carbone et de la mémoriser dans votre espace personnel. Un espace, bien sûr, qui est visible que par vous. Je vous encourage à aller faire un tour sur le site, bien entendu. Merci beaucoup, Philippe.